Ethan Wallace freina si brutalement que sa tasse de café explosa contre le pare-brise, projetant un liquide brûlant qui se mêla au frisson glacial qui lui parcourut le sang. Ce n'était pas la mosaïque de flacons de médicaments éparpillés sur l'autoroute 7 qui lui coupa le souffle, non. C'était ce chiot berger allemand visiblement affamé qui avalait méthodiquement les gélules comme s'il s'agissait de bonbons, une par une, chacune potentiellement mortelle. Mais ce n'était pas un simple comportement de glouton en détresse. Juste à côté, alignées avec une précision presque militaire, 3 petites souris mortes formaient un tableau de chasse troublant. Une offrande comme si le chiot présentait fièrement ses trophées de chasse à un chef de meute invisible, tout en laissant ses poisons couler dans son petit corps fragile. Dans le haut-parleur du téléphone posé sur le siège, la voix de son associé se fit entendre, hachée par les interférences. « Ethan, t'es où ? Le conseil d'énergie du Wyoming t'attend ?» Mais Ethan resta muet, incapable de parler ou même de respirer, hypnotisé par ses yeux ambrés, d'une sagesse étrange et d'une résignation poignante. Dans 75 minutes exactement, il devait défendre un contrat à 2,3 millions de dollars. La clinique vétérinaire la plus proche, 45 minutes. Dans la direction opposée. Qui pouvait vouloir empoisonner un chiot avec une telle cruauté calculée? Et pourquoi ce regard intelligent lui semblait-il si étrangement familier? Laissez un petit « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Ethan Wallace avait toujours pensé que la réussite se mesurait au nombre de contrats signés et au montant sur son compte en banque. À 34 ans, il avait bâti sa société, Horizon Prairie Énergie, à partir de rien, juste un rêve et un vieux bureau récupéré dans l'arrière-boutique d'un centre commercial en déclin. 4 années de journée de 18 heures, de café froid avalé à la hâte et de relations sacrifiées sur l'autel de l'ambition l'avaient amené à cet instant précis. La réunion qui pourrait transformer son entreprise de conseil en énergie renouvelable, en acteur régional majeur, ou l'écraser sous le poids de dettes qu'il n'arrivait déjà plus à contenir. Dans son compte chèque, il restait à peine 820 $. Son pick-up Ford, cabossé et usé, était un héritage indirect. Celui d'un père qu'il n'avait jamais connu, reçu par le biais d'un dossier administratif quand il avait quitté le système de famille d'accueil à 18 ans. Sur le siège passager, les documents de présentation soigneusement préparés représentaient chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque appel de créancier auquel il avait répondu par des promesses du genre « La semaine prochaine, je vous le jure ». Ethan avait grandi ballotté dans 8 familles d'accueil différentes à travers tout le Wyoming, jamais assez longtemps au même endroit pour l'appeler « chez lui ». Son placement le plus long avait duré 2 ans chez les Carter à Laramie. Mais eux aussi avaient fini par demander son départ, lassé d'un adolescent qui posait trop de questions sur ses parents biologiques. À 12 ans, il avait cessé de demander. À 16 ans, il avait arrêté d'espérer que quelqu'un veuille de lui pour de bon. La seule constante de son enfance, c'était ce rêve récurrent. Une voix de femme qui chantait une berceuse qu'il n'arrivait jamais à se rappeler au réveil, accompagnée du bruissement du vent dans de grands champs et de l'aboiement lointain d'un chien. Il se réveillait toujours avec les larmes aux yeux et un vide dans la poitrine, comme un mal du pays. Mais d'un pays qui n'existait nulle part ailleurs que dans sa mémoire. Cette nostalgie étrange avait nourri son obsession de prouver qu'il était digne d'être aimé. S'il pouvait réussir, accomplir quelque chose d'assez grand, peut-être qu'il mériterait enfin l'affection qu'on lui avait refusée toute sa vie. Horizon Prairie, Énergie n'était pas juste une entreprise. C'était son ultime tentative pour devenir quelqu'un qu'on ne pourrait plus jamais rejeter. La réunion avec le conseil d'énergie du Wyoming représentait sa dernière chance. 9 membres du conseil allaient décider si son approche innovante pour alimenter les zones rurales en énergie renouvelable valait un investissement de 2,3 millions de $. Il connaissait sa présentation par cœur, avait mémorisé chaque chiffre, anticipé chaque question. L'échec n'était pas une option. L'échec, c'était admettre qu'il n'avait pas la valeur qu'il voulait prouver. La route s'étendait devant lui, droite, infinie, entre fermes abandonnées et collines d'herbes dorées ondulant comme un océan sous le ciel immense du Wyoming. Ce paysage lui semblait étrangement familier, sans qu'il puisse dire pourquoi. Peut-être que quelque part dans cette immensité se trouvaient les réponses aux questions qui le hantaient depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de place pour les réponses. Aujourd'hui, c'était une question de survie. Ethan jeta un coup d'œil à sa montre, 7h42. Plus que 78 minutes pour sceller son destin. Les flacons de médicaments sur l'asphalte luisaient sous la lumière du matin comme des confettis mortels.
Son pick-up tournait au ralenti sur le bas-côté. Le chiot, un berger allemand qui ne devait pas avoir plus de 10 semaines, avait le pelage noir et feu sale et emmêlé, les côtes saillant sous une fourrure qui aurait dû être dense et brillante. Mais ce qui frappa Ethan, ce ne fut pas seulement l'état de l'animal, c'était son comportement. Les 3 petites souris alignées parfaitement à côté des pilules, comme des médailles de chasse. Même affamé, même en train de s'empoisonner, ce chiot conservait l'instinct inné de sa race pour l'ordre et la présentation. Il échangeait ses prises contre de la nourriture, la seule monnaie qu'il connaissait. Quand Ethan s'approcha, le chiot leva vers lui ses yeux ambrés qui semblaient contenir un monde entier de pensées. Ni peur, ni agressivité, juste une évaluation calme, comme s'il pesait le pour et le contre. À 3 mètres de lui, Ethan s'accroupit doucement. Le chiot pencha la tête dans ce geste typique des bergers allemands, comme pour poser une question muette. « Doucement, mon grand ?» murmura Ethan en sortant un sachet de bœuf séché de son camion. Les narines du chiot frémirent à l'odeur et il avança, mais avec cette prudence digne de sa race, sans quitter le visage d'Ethan des yeux. Ethan lança un petit morceau entre eux. Pas de précipitation. Le chiot avança avec une grâce surprenante, prit le morceau avec une douceur de gueule parfaite, comme si même au bord de la mort, il refusait de perdre sa politesse. Le téléphone d'Ethan vibra. L'écran afficha Nate Morrison. Son cœur se serra. « Ethan, t'es où, bon sang ?» grésilla la voix de Nate. « Le conseil est en train de s'installer. La présidente vient de demander si on hésitait sur le partenariat. » Ethan regarda le chiot avaler un autre morceau de bœuf séché. « Nate, je ne vais pas y aller. » Silence lourd à l'autre bout du fil. Puis d'une voix incrédule, « Qu'est-ce que tu racontes ? 4 ans de notre vie sont assis dans cette salle. » Ethan sentit le chiot s'approcher encore, ses yeux fixés aux siens. « J'ai trouvé un chiot abandonné sur l'autoroute. Il avale des médicaments. Je dois l'amener d'urgence chez le vétérinaire. »« Un chien ?» La voix de Nate monta d'un ton, oscillant entre la colère et l'incrédulité. « Tu es en train de jeter un contrat de 2,3 millions à la poubelle pour un chien errant ?» Ethan fixa le petit animal, incapable de détourner les yeux de ce regard ambré qui semblait sonder jusqu'à l'âme. Sa main s'avança lentement pour gratter derrière une oreille disproportionnée. Le chiot accepta le geste avec une confiance désarmante, comme s'il savait déjà que cet homme ne le laisserait pas tomber. « Peut-être que j'ai perdu la tête, Nadaka, mais je ne peux pas le laisser mourir ici. » Il inspira profondément. « Dis-leur que j'ai eu une urgence familiale. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout. Puis Nate lâcha d'une voix dure. « Familial, Ethan, tu n'as pas de famille. » Les mots frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Ethan baissa les yeux, serra la mâchoire. « Je sais. » Il ramassa le chiot, surpris par la chaleur fragile qui émanait de ce corps maigrelet et par les battements rapides de ce petit cœur qui refusait d'abandonner. L'animal ne protesta pas. Il se leva contre lui, comme s'il avait enfin trouvé un refuge. Ethan le déposa doucement sur le siège passager. Un nom lui vint instinctivement à l'esprit. « Denver » murmura-t-il. « Ça sera ton nom ? Comme un compagnon, un allié ?» Le chiot s'installa avec un soupir, ses yeux rivés sur chaque geste de son nouveau protecteur. Dans le rétroviseur, Ethan aperçut un profil qui réveilla un souvenir flou, une chanson, un souffle de vent dans les herbes hautes, et l'écho lointain d'un aboiement. Pas le temps de creuser, Denver respirait déjà difficilement. Ethan appuya sur l'accélérateur, le compteur dépassant rapidement les 75 miles à l'heure. 45 minutes pour atteindre la clinique vétérinaire d'urgence de High Plains à Cheyenne. 45 minutes qui semblèrent durer une éternité. Denver s'était recroquevillé en boule, sa respiration devenant plus superficielle à mesure que les miles défilaient. Ethan gardait une main sur le volant et l'autre à caresser doucement la tête du chiot, murmurant des encouragements qui sonnaient creux. « Tiens bon, mon grand, montre-moi que tu as la force des plaines. » À la sortie 23, tout bascula. Le corps de Denver se raidit soudainement. Son dos se cambra et ses petites pattes commencèrent à se débattre dans le vide. Une crise convulsive violente, fulgurante. Une mousse blanchâtre apparut au coin de sa gueule. Malgré la violence des spasmes, il garda un étrange contrôle. Pas d'incontinence, comme s'il se battait pour garder sa dignité jusqu'au bout. Ethan se gara en urgence sur le bas-côté. Ses mains tremblaient en essayant de stabiliser ce corps minuscule. Les yeux de Denver roulèrent en arrière, ne laissant voir que le blanc. Pendant une seconde terrifiante, il cessa complètement de respirer. Ethan plaqua son oreille contre la petite poitrine. Rien, sauf le bourdonnement de son propre sang dans ses tempes. Puis, un battement, faible
irrégulier, mais bien là. Sans réfléchir, il redémarra en trombe. Le compteur dépassa les 85 miles à l'heure alors qu'il slalomait entre les rares véhicules du matin. Denver retomba dans une immobilité inquiétante, si légère qu'on aurait cru qu'il avait disparu. Ethan se mit à parler, comme pour le retenir au bord du vide. « Tu sais ce qui est dingue? J'ai passé ma vie à courir après quelque chose que je ne savais même pas nommer. J'ai construit une boîte, fait des plans, économisé chaque dollar pour ce rendez-vous. Et là, je suis avec toi, et tout ça ne veut plus rien dire. C'est comme si tu venais de me réveiller après 30 ans à marcher dans mon sommeil. » La silhouette de la clinique apparut enfin, comme un mirage. Briques rouges, panneau d'entrée des urgences vétérinaires. Ethan freina sec, fit crisser les pneus sur le parking et bondit hors du véhicule en serrant Denver contre lui. L'animal lui sembla incroyablement léger, comme s'il glissait déjà entre les doigts de la vie. À la porte, une femme à l'allure calme mais autoritaire les attendait. Cheveux noirs tirés en tresses, pendentifs en forme de plume argentée, yeux sombres où brillait une maîtrise tranquille. « Salle de soins numéro 3, vite !» ordonna-t-elle. C'était la docteure Julia Redfeather, vétérinaire d'urgence réputée dans toute la région. Ils traversèrent un couloir étincelant d'acier et de carrelage blanc. « Dites-moi tout, qu'a-t-il ingéré et depuis combien de temps ?» Ethan parla vite, la voix brisée. « Des pilules, toutes sortes, blanches, bleues, jaunes, éparpillées sur l'autoroute, comme si on avait renversé une pharmacie entière. Il les avalait une par une, comme s'il savait ce qu'il faisait. » Julia examina le chiot et son visage se durcit. Ce n'est pas un hasard. Elle inséra rapidement une perfusion dans la pâte fine de Denver. Le mélange est trop précis. Quelqu'un qui connaît la pharmacologie a choisi cette combinaison, appétante mais mortelle. Ses gestes étaient rapides, précis, mais empreints d'une douceur presque maternelle. On va lui laver l'estomac et lui donner du charbon actif, mais elle inspira profondément. Les prochaines heures seront décisives. Comme pour lui donner raison, Denver fut secoué d'une nouvelle convulsion. Les appareils se mirent à hurler, rythme cardiaque en chute, tension qui s'effondre. Son cœur ralentit, cria l'assistante. Ethan se figea contre le mur, impuissant. Le téléphone vibra dans sa poche, encore Nate, mais le monde entier s'était réduit à la table d'acier et au petit corps qui luttait. Le bip régulier du moniteur se transforma en une note longue et continue. Julia leva les yeux vers lui, grave. « On le perd !» Elle commença immédiatement un massage cardiaque, ses mains comprimant avec précision la minuscule cage thoracique. « Allez, petit guerrier, reste avec nous !» 4 minutes semblèrent durer une vie. Ethan pria un dieu auquel il n'avait jamais vraiment cru, promettant n'importe quoi pour un souffle de plus. Puis, le moniteur émit enfin un bip faible mais régulier. Ethan s'effondra contre le mur, les yeux brûlants. Julia leva la tête. « Il est stabilisé pour l'instant, mais nous ne sommes pas sortis d'affaire. » Elle saisit un téléphone. « J'appelle la police. Ce type d'empoisonnement ne peut pas rester sans enquête. » 2 heures plus tard, la porte battante de la salle d'attente s'ouvrit sur une femme aux traits marqués par des années de service et de confrontation avec le pire de la nature humaine. Elle portait un manteau long couleur sable, son badge à la ceinture, et ses yeux noisettes avaient cette dureté qu'on ne retrouve que chez ceux qui ont trop souvent dû annoncer de mauvaises nouvelles. « Monsieur Wallace, je suis la détective Maria Alvarez. La docteure Redfeather m'a parlé de l'empoisonnement. Il faut qu'on discute de ce que vous avez vu. » Ethan hocha la tête, encore sonné par les heures passées à guetter le moindre signe de vie derrière la vitre qui séparait Denver de lui. Assis face à elle, il raconta chaque détail. Les flacons éparpillés sur l'asphalte, le comportement méthodique du chiot, les 3 petites souris disposées comme un trophée de chasse. À mesure qu'il parlait, le visage de la détective se fermait un peu plus. Elle consulta ses notes, puis releva les yeux. Les numéros de l'eau des flacons correspondent à des prescriptions délivrées à un certain Howard Granger, 74 ans, ancien pharmacien. Il vit sur un ranch à une 15aine de miles de l'endroit où vous avez trouvé le chiot. Elle marqua une pause, comme pour peser ses mots. Granger est sur notre radar depuis que sa femme Eleanor est décédée il y a 1 an et demi. Depuis, son comportement est devenu instable. Dialogues avec lui-même, terrain laissé à l'abandon, refus de soins médicaux. Ce matin, quand on est allé chez lui, il était en plein épisode de détresse mentale sévère. Hors traitement depuis des mois. Il affirme ne se souvenir ni du chiot, ni des pilules. Ethan sentit la colère monter. Il n'avait jamais ressenti un tel élan protecteur. Vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Maria pinça les lèvres. Les éléments pointent dans ce sens, mais son état mental complique les choses. La docteure Redfeather sortit alors de la salle de soins,
retirant ses gants en latex, un pli de fatigue au coin des yeux. Denver est stable pour l'instant. Ses réflexes neurologiques sont meilleurs que prévu. C'est un battant. Un poids quitta la poitrine d'Ethan, aussitôt remplacé par un autre. La réalité. 17 appels manqués de Nate, un SMS sec, réunion terminée. Ils ont signé avec Fairmont Industries, on est fini. 4 années de travail envolées. Mais face à la petite silhouette endormie de Denver, Ethan ne ressentit aucun regret. « Je reste ici cette nuit », déclara-t-il. Julia hocha simplement la tête. « On a un fauteuil dans la salle famille. Je vais demander à ce qu'on vous apporte une couverture et du café. » La nuit fut tachée. Ethan s'assoupissait par bribes, se réveillant pour jeter un œil par la vitre. Denver, encore faible et perfusé, s'était placé de façon à toujours voir Ethan. Leurs regards se croisaient et quelque chose d'indéfinissable passait entre eux. Les bergers allemands choisissaient souvent une seule personne à qui vouer une loyauté absolue. Et tout indiquait que Denver avait déjà fait son choix. Le lendemain, en début d'après-midi, la porte s'ouvrit brusquement. Nate entra, l'air tendu. Il trouva Ethan, mal rasé, vêtu des mêmes vêtements froissés, en train de lire un vieux magazine de ranch à haute voix pour le chiot. « Ethan, mais qu'est-ce que tu fous? Ton entreprise est morte, ton nom est grillé. Et toi, tu lis des rapports agricoles à un chien. » Ethan leva les yeux calmement. « Il s'appelle Denver, et selon la docteure Redfeeder, les voies familières aident à sa récupération. » Nate secoua la tête. « C'est du délire. Tu te rends compte que Fairmont a raflé l'intégralité du contrat. Les membres du conseil pensent que tu es instable. Plus personne ne te fera confiance dans le milieu. » Ethan esquissa un sourire sans joie. « Alors c'est peut-être que ce milieu n'était pas fait pour moi. » Le 3e jour, Denver ouvrit enfin les yeux et fit bouger faiblement sa queue en voyant Ethan. C'était à peine perceptible, mais pour lui, c'était comme une standing ovation. Julia parle presque d'un miracle. Malgré la sévérité de l'empoisonnement, aucune séquelle cognitive. Le chiot allait devoir suivre un régime strict, un traitement médicamenteux et vivre sous surveillance constante. Ethan signa les papiers de sortie, l'esprit déjà préoccupé par la question des frais vétérinaires qu'il n'avait pas les moyens d'assumer. Mais un simple regard dans les yeux ambrés de Denver lui fit balayer l'inquiétude. Il trouverait une solution. La détective Alvarez repassa cet après-midi-là avec de nouvelles informations. On a creusé sur Granger. Sa femme, Eleanor, souffrait d'Alzheimer depuis 3 ans. Ces derniers mois ont été difficiles, marqués par des épisodes d'agressivité et de confusion. Howard s'occupait d'elle seule jusqu'à ce qu'elle décède. Les médecins pensent que ça a déclenché sa propre décompensation. Ethan fronça les sourcils. Et maintenant, il a été placé en évaluation psychiatrique. Avec un traitement adapté, il pourrait aller mieux. Mais ça prendra du temps. Le plus étrange, c'est que lorsqu'il est lucide, il affirme qu'il n'a jamais voulu faire de mal au chiot, qu'il croyait nourrir son propre chien, Max, mort il y a des années. Le soir, Ethan ramena Denver dans son petit appartement au-dessus de la quincaillerie où il travaillait à mi-temps. L'endroit était exigu, meublé du strict nécessaire, mais Denver sembla s'y sentir bien. Il explora chaque recoin avant de se rouler sur une couverture pliée que son maître improvisa en lit. Les jours suivants, une routine s'installa. Ethan travaillait, Denver se reposait dans une caisse aménagée derrière le comptoir. Des clients venaient exprès pour voir le chiot miraculé, certains laissant des billets ou des enveloppes pour participer aux frais vétérinaires. Rapidement, Ethan nota des comportements étranges. Parfois, Denver fixait obstinément un coin vide, comme s'il voyait ou entendait quelque chose d'invisible. D'autres fois, un simple souffle de vent dans les champs voisins le rendait attentif, oreilles dressées, comme s'il reconnaissait un son lointain. Plus troublant encore, lors des promenades, le chiot semblait savoir où aller, menant Ethan vers des endroits précis. Une vieille bibliothèque municipale, une pharmacie abandonnée et toujours, immanquablement, le cimetière sur la colline. Là, il s'asseyait devant une tombe récente, Eleanor Granger, épouse aimée et mère dévouée, 1955 à 2022. Chaque visite au cimetière se déroulait de la même manière. Denver s'asseyait, immobile, devant la pierre tombale d'Eleanor, comme s'il attendait quelqu'un. Sa queue remuait parfois, lentement, presque avec retenue, comme pour saluer une présence invisible. Ethan avait fini par remarquer un détail qu'il n'aurait pas vu sans s'agenouiller près de la tombe. Dans l'angle inférieur droit, discrètement gravé, la silhouette d'un berger allemand. En dessous, en lettres fines, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, Max. L'image lui fit l'effet d'une décharge électrique. Max,
le nom que Howard avait prononcé lorsqu'il avait vu Denver. Chaque fois qu'il repartait, une sensation étrange s'infiltrait en lui. Et si cette chienne, Eleanor, avait un lien plus direct avec sa propre histoire? L'idée était absurde. Mais l'instinct de Denver, son comportement, c'était comme si l'animal connaissait des chemins et des visages qu'Ethan, lui, ne connaissait pas. 3 semaines après la nuit où il avait trouvé Denver sur l'autoroute, un appel inattendu vint bouleverser ses certitudes. Au bout du fil, la voix posée mais pressante de la docteure Rebecca Lane, psychiatre en charge d'Howard Granger. « Monsieur Wallace, je pense qu'il est temps que vous veniez entendre ce qu'Howard me raconte dans ses moments de lucidité. Cela concerne directement votre chiot et vous. » Ethan sentit son ventre se nouer. Le lendemain matin, il prit la route pour le centre psychiatrique de Wind Valley avec Denver sur le siège passager. Le chiot avait déjà bien repris des forces. Son pelage était redevenu brillant, ses yeux plus vifs que jamais. Mais à mesure qu'ils approchaient du bâtiment blanc et impersonnel, Denver se fit plus calme, presque solennel, comme s'il savait qu'un moment important approchait. La docteure Lane l'accueillit dans un salon au fauteuil beige et aux murs ornés de posters inspirants. « Avant que vous ne lui parliez, je dois vous expliquer. Howard souffre d'un deuil pathologique, aggravé par l'absence de traitement. Pendant ces crises, il croit qu'Eleanor est encore vivante. Il lui parle, met 2 couverts à table, mais lorsqu'il se concentre sur Denver, il retrouve une cohérence troublante. Ils entrèrent ensuite dans la salle commune. Près de la fenêtre, un vieil homme frêle, aux cheveux blancs en bataille, feuilletait un album photo. Il leva la tête, ses yeux flous au début, puis soudain plus clairs en apercevant Denver. Ses lèvres formèrent un nom. Max, non, Denver. « C'est toi, hein, mon garçon ?» Il tapota ses genoux tremblants et contre toute attente, Denver s'approcha doucement pour poser sa tête sur les jambes de l'homme. Ethan prit place en face de lui. « Monsieur Granger, vous savez comment il s'est retrouvé sur l'autoroute ?» Les yeux de l'homme se fixèrent sur lui avec une intensité presque déstabilisante. « Vous êtes Ethan ?» Eleanor avait tout prévu. Elle m'a dit que vous viendriez. Elle disait que vous sauriez. Les mots tombèrent dans un silence qui sembla durer une éternité. « Que je saurais quoi ?» souffla Ethan. Howard déglutit difficilement. Qu'il fallait réparer ce qu'on avait brisé il y a 30 ans? Sa voix se brisa, puis reprit plus ferme. « On nous a pris notre petit-fils. Les services sociaux ont dit qu'on était trop vieux pour l'élever. Vous aviez 4 ans, et ils vous ont arraché à nous. » Ethan sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que vous ?» Howard sortit de son album une feuille pliée. Un acte de naissance. Le nom inscrit en haut le foudroya, Ethan Granger. La date correspondait. « Tu es notre petit-fils, Ethan. Eleanor n'a jamais cessé de te chercher. Et quand elle a su qu'elle allait partir, elle a mis tout en œuvre pour que tu rentres à la maison. » Les mots restèrent suspendus, comme irréels. Denver, lui, sembla comprendre avant Ethan. Il quitta les genoux d'Howard pour venir poser une patte sur la cuisse de son maître, le fixant avec ce regard qui avait toujours semblé savoir plus qu'il ne devrait. La route du retour fut floue, presque irréelle. L'acte de naissance trônait sur le tableau de bord, et chaque regard qu'Ethan y jetait faisait remonter en lui des bribes de souvenirs. Une cuisine ensoleillée, l'odeur du pain chaud, un grand chien noir et feu couché près de son lit d'enfant, et toujours cette berceuse, chantée par une voix douce qu'il n'avait jamais pu oublier. Ce soir-là, alors qu'il rentrait dans son petit appartement, un nouveau message l'attendait, la docteure Lane encore. « Howard a insisté pour que je vous dise... Eleanor vous a laissé quelque chose, une lettre. Elle est toujours au ranch. » Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Cheyenne était d'un bleu pur, mais Ethan roulait avec l'impression d'avoir un orage qui grondait juste au-dessus de sa tête. Denver, assis bien droit sur le siège passager, observait le paysage défiler avec une vigilance tranquille, comme s'il savait où ils allaient. Les directions que la docteure Lane lui avait données le conduisirent jusqu'au vieux portail rouillé du ranch Granger. Les planches de bois de la clôture portaient les marques de décennies de vent, de soleil et de neige. Derrière, les bâtiments semblaient figés dans le temps. Il gara les pick-up devant la maison principale, une bâtisse en bois aux volets délavés, et frappa à la porte. Ce fut Julia Redfitter qui lui ouvrit. Elle portait un manteau sombre et tenait dans ses mains une grande enveloppe crème. « Je suis désolé de débarquer comme ça, Ethan, mais Eleanor m'avait donné des instructions très précises. Cette enveloppe devait vous être remise uniquement après que vous auriez appris la vérité sur votre famille. » L'écriture, en cursive soignée, lui serra immédiatement le cœur pour mon petit-fils, Ethan Granger.
Il s'assit sur le vieux canapé du salon, Denver lové contre sa jambe et décacheta l'enveloppe d'un geste hésitant. Plusieurs feuilles en papier épais en tombèrent, remplies de lignes d'écriture serrées. La première était datée de 6 semaines avant la mort d'Eleanor. « Mon cher Ethan », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que mon plan a fonctionné et que tu es revenu vers nous grâce à Denver. Je sais que ce que tu viens d'apprendre doit être bouleversant. Mais il fallait que tu saches pourquoi on t'a pris à nous et pourquoi j'ai passé mes derniers mois à organiser ton retour. » Ethan sentit ses mains trembler. Les phrases suivantes lui racontaient, dans un mélange d'amour et de douleur, l'histoire de la bataille judiciaire qu'ils avaient perdue. Eleanor et Howard étaient devenus famille d'accueil après la mort tragique de sa mère biologique lors de l'accouchement. Tu étais arrivé à la maison à seulement 3 jours. Tu étais le fils que nous avions toujours espéré. Nous avons demandé ton adoption immédiatement, mais l'assistante sociale en charge de ton dossier avait décidé que nous étions trop âgés. Elle était jeune, persuadée qu'un petit garçon de 4 ans avait besoin de parents de 30 ans, pas de 60. La lettre décrivait les audiences, les témoignages, les regards vides des gens qui prenaient la décision de leur arracher leur petit-fils. Le jour où ils t'ont emmené, tu as pleuré pour rester avec Mamie Ellie et Papy Howie. Tu as appelé Max, notre berger allemand, mais on t'a dit que les chiens ne comptaient pas. On t'a dit que tu nous oublierais vite. Julia, assise en face de lui, observait son visage à mesure qu'il lisait, prête à intervenir si l'émotion devenait trop forte. Mais Ethan continua, avalant chaque mot. « J'ai appris à vivre avec la douleur, mais je n'ai jamais cessé de chercher. Quand j'ai su que mes jours étaient comptés, j'ai décidé de ne pas laisser le hasard décider. J'ai mis au point un plan. J'ai retrouvé un éleveur de la lignée de Max, j'ai attendu un chiot qui lui ressemble et j'ai commencé à le dresser dans mes rares moments de lucidité pour qu'il reconnaisse ton odeur. J'avais gardé des vêtements de toi, emballés dans un coffre depuis toutes ces années. La précision de ces préparatifs le laissa sans voix. J'ai demandé à un jeune du coin, Tommy Caldwell, de déposer Denver sur ta route le matin où tu devais te rendre à Cheyenne pour ta grande réunion. Je connaissais ton itinéraire. J'ai même prévu de disposer des flacons autour de lui pour provoquer une urgence qui t'obligerait à choisir entre ton affaire et sa vie. Ethan releva les yeux choqué. Les pilules? Julia soupira. Elles étaient censées être inoffensives, des vitamines et des compléments qui imitent l'apparence de médicaments. Mais Howard, dans sa confusion, a remplacé certains par ses propres prescriptions. C'est comme ça que Denver a réellement été empoisonné. Le cœur d'Ethan battait fort. Donc, tout était orchestré? Je n'ai pas choisi de m'arrêter, elle m'a poussé à le faire. Julia hocha la tête, mais ses yeux se firent plus doux. Elle savait que tu t'arrêterais. Pas parce que tu étais manipulé, mais parce que tu es toi. Parce qu'à 4 ans, tu étais déjà l'enfant qui ramassait les chatons perdus et qui restait à côté du vieux cheval malade dans l'écurie. Elle savait que cet instinct ne t'avait pas quitté. La dernière page portait des phrases plus simples, presque fragiles. « Viens vivre au ranch, Ethan, c'est ta maison, c'est là que tu as fait tes premiers pas. Tu y trouveras des réponses, et je l'espère, un nouveau départ. Je suis désolé pour ces 30 années perdues. Tu étais, tu es, et tu resteras toujours notre trésor. » Ethan replia la lettre les yeux brûlants. Denver, comme s'il avait senti le poids de l'instant, posa sa tête sur ses genoux. À cet instant, il comprit que cette rencontre sur l'autoroute n'avait rien d'un hasard, et qu'il venait d'hériter non seulement d'un passé, mais aussi d'un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ethan resta assis un moment dans le vieux salon du ranch, la lettre encore dans les mains, comme si ses doigts craignaient de la lâcher et de voir tout ce qu'il venait de découvrir s'évaporer. Julia se leva pour mettre un peu de café à réchauffer dans la cuisine, lui laissant quelques minutes de silence. Les poutres en bois au plafond portaient encore l'odeur discrète de cire et de vieux feux de cheminée. À travers la fenêtre, il voyait les champs s'étendre à perte de vue, balayés par un vent léger qui faisait onduler l'herbe comme une mer verte et dorée. Ce paysage, il l'avait déjà vu. Pas dans la réalité, mais dans ses rêves d'enfant, ses rêves où il entendait une berceuse et le souffle du vent. La porte du salon grinça légèrement et apparut une silhouette familière. La détective Maria Alvarez. Elle tenait un dossier épais sous le bras et un air à la fois sérieux et prudent. Monsieur Wallace, ou devrais-je dire Monsieur Granger. Le nom résonna étrangement à ses oreilles, comme une clé qui venait d'ouvrir une porte fermée depuis 30 ans. Maria prit place en face de lui et posa le dossier sur la table basse. Il y a des éléments juridiques que vous devez connaître. Eleanor vous a laissé le ranch, les terres et une somme d'argent importante. Mais, elle marqua une pause, cherchant ses mots.
Le testament inclut une clause très spécifique. Pour toucher l'héritage, vous devez vivre ici pendant 1 an minimum. Si vous refusez, tout revient au comté. Ethan eut un léger rire nerveux. Donc, je ne peux pas juste signer des papiers et repartir. Maria secoua la tête. Non, et il y a autre chose. Elle fit glisser vers lui une photocopie d'un document officiel, le testament. En bas, en lettres manuscrites, une note ajoutée par Eleanor. Cet endroit ne doit pas être seulement préservé. Il doit servir à protéger les familles qui risquent d'être séparées, comme la nôtre l'a été. Il parcourut rapidement les pages suivantes. Les terres du ranch couvraient plus de 500 acres. La maison principale, les dépendances, l'étable, tout lui revenait. Mais l'argent, placé dans un fonds fiduciaire, ne pouvait être utilisé qu'à des fins précises. Restauration de la propriété, entretien du bétail et création d'un projet lié à la préservation des liens familiaux. C'était à la fois une générosité immense et une responsabilité écrasante. Denver, jusque-là étendu près de la cheminée, s'approcha et posa sa tête sur les genoux d'Ethan. Il leva vers lui ce regard intense, presque interrogateur, comme pour lui demander ce qu'il allait faire. Maria reprit « J'ai aussi besoin de vous prévenir. En enquêtant sur les circonstances dans lesquelles Denver a été trouvé, nous avons remarqué que certaines choses ne collent pas avec la version de Howard. Les horaires, les trajets, il est possible qu'Eleanor ait planifié plus que ce que nous savons déjà. » Ethan serra la mâchoire. « Vous pensez qu'elle a tout calculé, même l'endroit exact où je le trouverais ?» Maria hocha lentement la tête. « Et peut-être même ce qui se passerait après. » Ce genre de précision, ce n'est pas courant. Eleanor n'était pas une femme qui laissait quoi que ce soit au hasard. Julia revint avec 2 tasses fumantes. « Je peux me tromper, mais je crois qu'Eleanor savait que tu étais à un moment de ta vie où tu avais besoin de perdre quelque chose pour comprendre ce que tu devais vraiment gagner. » Ethan eut un sourire amer. « Eh bien, mission accomplie, j'ai tout perdu. » Julia le regarda droit dans les yeux. « Non, tu as trouvé Denver. Et ce n'est pas rien. » Ils passèrent encore 1 heure à parler du ranch, de son état, des travaux nécessaires. Maria lui expliqua que le notaire local détenait les clés et que, s'il décidait de rester, il pourrait s'y installer dès le lendemain. Mais elle insista aussi sur un point. Si vous acceptez, votre vie va changer. Pas juste géographiquement. Ici, tout le monde saura qui vous êtes. Tout le monde connaîtra votre histoire. Sur le chemin du retour, la lettre d'Eleanor posée sur le siège à côté de lui, Ethan sentit que la décision qu'il devait prendre ne se résumait pas à un choix financier. C'était un choix de vie. Dans le rétroviseur, il croisa le regard de Denver. Il y lut la même certitude tranquille que le jour où ils s'étaient rencontrés. Quoi qu'il décide, ce chien serait avec lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit que cette idée lui plaisait. Le lendemain matin, la clé du vieux portail grinça dans la serrure, libérant un couinement familier qui résonna étrangement dans la poitrine d'Ethan. Denver bondit du pick-up avant même que le moteur ne soit coupé, trottinant avec cette assurance qui disait clairement « Je connais cet endroit ». Les graviers craquaient sous leurs pas alors qu'ils s'avançaient vers la maison principale. L'air sentait le foin sec, le bois vieilli et un parfum subtil de lavande qui semblait émaner des murs eux-mêmes. La porte d'entrée céda facilement comme si elle avait attendu son retour. À l'intérieur, tout respirait le temps suspendu. Les meubles en bois massif, les rideaux à fleurs défraîchies, les tapis tissés à la main, rien ne semblait avoir bougé depuis des années. Mais ce furent les détails qui lui coupèrent le souffle. Dans l'encadrement de la porte de la cuisine, de petites marques gravées au crayon, des lignes accompagnées de dates, mesure de taille d'un enfant, chaque trait représentant quelques centimètres de plus. Tout en bas, à peine lisible, une inscription « Ethan, 3 ans ». Il resta figé, la gorge serrée, le bout des doigts effleurant cette marque comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Denver, assis à côté de lui, suivait son geste des yeux, silencieux. Dans le salon, une cheminée en pierre trônait, surmontée d'une étagère où s'alignaient de vieux cadres. Beaucoup contenaient des paysages, mais 2 photos attiraient son attention. L'une montrait un petit garçon riant aux éclats, assis sur le dos d'un grand berger allemand noir et feu. L'autre, ce même enfant endormi, la tête posée contre le flanc du chien. Ethan sentit un frisson le parcourir. Il n'avait pas de souvenir conscient de ces moments, mais son corps, lui, semblait s'en rappeler. Il monta à l'étage, poussé par une intuition. La première chambre sur la droite était restée intacte. Petits meubles en bois, peints, une couverture brodée de motifs de chevaux, et au pied du lit, un coffre en cèdre. En l'ouvrant, une odeur de lavande l'enveloppa immédiatement. À l'intérieur,
soigneusement pliés, des vêtements d'enfant. Sous la pile, il trouva une peluche usée, un berger allemand en tissu, une oreille légèrement déchirée. Il resta un moment immobile, le jouet serré dans les mains, comme s'il tenait un fragment tangible d'une vie qui lui avait été volée. En sortant sur le perron arrière, il aperçut les collines qui s'étendaient vers l'horizon. Le vent soufflait doucement à travers les herbes hautes, produisant ce murmure qu'il avait entendu 1000 fois dans ses rêves. Denver s'assit à ses côtés, oreilles dressées, comme s'il écoutait la même mélodie lointaine. « C'était ça, hein ?» murmura Ethan. « C'est ce son que tu voulais me faire entendre. » La journée passa à explorer les lieux, l'écurie encore garnie de vieux harnais, la grange où l'odeur du foin persistait malgré les années, et un petit sentier qui menait à un ruisseau. À chaque recoin, Denver semblait savoir où aller, le précédant de quelques pas puis se retournant pour s'assurer qu'il suivait. Comme un guide qui ramène quelqu'un chez lui après une très longue absence. En fin d'après-midi, Ethan entendit le moteur d'un véhicule sur l'allée principale. Il se retourna pour voir un pick-up gris s'arrêter. Howard Granger en descendit, plus droit que la dernière fois qu'il l'avait vu, mais encore marqué par la fragilité de ces derniers mois. Maria Alvarez l'accompagnait, visiblement là pour superviser la rencontre. Howard s'avança, un peu hésitant, puis dit simplement « Je ne pensais pas te revoir un jour ici. » Ethan hocha la tête. « Moi non plus. » Ils restèrent là, face à face, un long moment avant qu'Howard ne tende la main. Ethan la serra. Ce n'était pas une accolade, ni une réconciliation complète, mais c'était un début. Denver, lui, s'approcha pour se placer entre les deux hommes, la queue battant doucement, comme s'il validait cet instant. Howard et Ethan restèrent un moment sur le perron, parlant peu, mais observant ensemble le paysage qui s'étendait devant eux. Le silence n'était pas pesant, juste chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Maria, sentant qu'il fallait leur laisser de l'espace, fit un signe discret à Ethan avant de repartir vers son véhicule. Howard se dégagea lentement de sa veste et s'installa sur le vieux fauteuil à bascule, celui dont le bois portait encore la forme usée d'années d'utilisation. « Tu sais » commença-t-il, le regard fixé sur la ligne d'horizon, « ta grand-mère disait toujours que cet endroit n'était pas juste un ranch, pour elle c'était un refuge. » Ethan s'assit sur la marche en bois, Denver installé contre sa jambe. « Un refuge pourquoi ?» demanda-t-il. Howard inspira profondément comme pour convoquer de vieux souvenirs. « Pour les gens qu'on ne regarde plus. Les familles à qui on dit qu'elles ne sont pas assez. Pas assez jeunes, pas assez riches, pas assez parfaites. On a accueilli des enfants, des mères en difficulté, même un vieux voisin qui avait perdu sa maison dans un incendie. Eleanor, elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un se retrouve seul. » Ethan écoutait en silence. Plus Howard parlait, plus il comprenait que le projet inscrit dans le testament n'était pas une idée improvisée. C'était l'héritage émotionnel d'une vie entière. « Et toi ?» demanda-t-il enfin. « Tu veux que je fasse quoi de tout ça ?» Howard haussa les épaules, ses mains ridées, serrant la tasse de café que Julia leur avait apportée plus tôt. « Ce n'est pas à moi de décider, mais je peux t'aider à comprendre ce que ta grand-mère imaginait. » L'après-midi, ils firent le tour de la propriété ensemble. Howard avançait lentement, mais connaissait chaque recoin du terrain. Il montra à Ethan la vieille grange qui, selon lui, pourrait être rénovée pour accueillir des réunions ou des ateliers. Elle disait que les animaux pouvaient faire des miracles avec les enfants brisés. « Tu te rappelles de Max ?» Ethan secoua la tête. « Non, enfin pas vraiment. » Howard eut un sourire triste. « Ce chien t'adorait. Il dormait devant ta chambre tous les soirs. Je crois que Denver a hérité de plus que son apparence. » Le soir, autour d'un repas simple, pain, soupe, fromage, la conversation dévia sur l'avenir. Ethan expliqua ses dettes, la faillite de son entreprise, le vide qu'il ressentait depuis qu'il avait tourné le dos à tout ce qu'il croyait vouloir. Howard l'écouta sans le juger, puis déclara calmement « Peut-être que c'est le bon moment pour repartir de zéro, ici. » Ethan passa la nuit dans l'ancienne chambre qui avait été la sienne. Denver couchait au pied du lit comme s'il avait toujours dormi là. Les ombres familières sur les murs, le craquement du bois sous les rafales de vent, tout semblait étrangement apaisant. Mais au petit matin, c'est une idée précise qui lui traversa l'esprit. La phrase d'Howard sur les miracles avec les enfants brisés résonnait encore. Il descendit et trouva Howard déjà dehors, observant Denver qui galopait dans les herbes humides de rosée. « J'ai réfléchi cette nuit, dit Ethan. Et si on transformait cet endroit en un centre d'accueil pour les jeunes qui sortent du système des familles d'accueil, un lieu où ils pourraient trouver un toit, un travail et peut-être une raison d'y croire encore. »
Howard tourna la tête vers lui, un éclat de surprise dans les yeux, vite remplacé par une émotion plus profonde. C'est exactement ce qu'elle aurait voulu. Les jours suivants furent rythmés par des listes griffonnées à la hâte, des plans éparpillés sur la grande table de la cuisine et des allers-retours constants entre la maison et les dépendances. Ethan s'aperçut vite qu'il n'avait pas seulement hérité d'un terrain immense, mais aussi d'un chantier colossal. Clôtures à réparer, toitures à reprendre, installations électriques à remettre aux normes. Pourtant, chaque fois qu'il se surprenait à douter, Denver arrivait, dégageant cette assurance silencieuse qui lui rappelait pourquoi il avait choisi de rester. Howard, malgré son âge, retrouvait une énergie qu'Ethan ne lui connaissait pas. Il passait ses matinées à nettoyer la grange, à trier le vieux matériel, à identifier ce qui pouvait être sauvé. « On n'a pas besoin que ce soit parfait dès le début », disait-il. « Il suffit que ce soit assez accueillant pour qu'ils sentent qu'ils comptent. » Un matin, alors qu'ils examinaient l'écurie, le bruit d'un moteur se fit entendre dans l'allée. Un SUV noir se gara devant la maison et une femme en tailleur clair en descendit, un classeur sous le bras. Elle se présenta d'une poignée de main ferme. « Victoria Hayes, je travaille pour le Conseil de l'énergie du Wyoming. » Ethan sentit une pointe d'appréhension, persuadé qu'elle venait évoquer la réunion manquée. Mais Victoria surprit tout le monde. « Je ne suis pas là pour parler du contrat raté, » dit-elle en entrant dans la cuisine. « Je suis ici parce que nous avons appris que votre présentation était de loin la plus solide. Et disons que certaines informations sont récemment remontées à la surface concernant l'entreprise qui a été choisie à votre place. » Elle sortit de son classeur plusieurs coupures de presse, accusations de fraude, données falsifiées, projets déjà suspendus. Le conseil cherche un nouveau site pilote pour un programme d'énergie renouvelable rurale et ce ranch pourrait parfaitement convenir. Ethan échangea un regard avec Howard. L'idée de lier le projet d'accueil et un système énergétique autonome fit immédiatement sens. « Vous voulez dire que vous seriez prêt à réinvestir ?» demanda-t-il avec prudence. Victoria hocha la tête. « Si vous êtes prêt à retravailler votre proposition pour l'adapter ici, oui. » Le reste de la journée fut consacré à marcher le terrain avec Victoria, à identifier les emplacements idéaux pour des panneaux solaires, de petites éoliennes et même un système de récupération d'eau de pluie. Denver les suivait partout, tantôt trottinant à côté d'Ethan, tantôt filant devant comme s'il voulait leur montrer la prochaine étape. Le soir, alors que Victoria repartait avec la promesse de revenir sous 2 semaines avec une offre officielle, Ethan s'assit sur le perron, un sentiment nouveau montant en lui. L'espoir. Howard sortit 2 verres de limonade fraîche et s'installa à côté de lui. « Tu sais, dit-il, en regardant le soleil se coucher derrière les collines, ta grand-mère avait peut-être tout prévu, mais je crois qu'elle n'avait pas imaginé à quel point tu pousserais son rêve encore plus loin. » Denver, assis entre eux, leva le museau vers la brise du soir, comme pour confirmer ses paroles. Le premier mois passa comme dans un tourbillon, entre les visites de Victoria Hayes pour finaliser les plans énergétiques et les travaux menés par des bénévoles du comté. Le ranch retrouva peu à peu une âme, les clôtures réparées, la grange vidée de décennies d'encombrants, les murs fraîchement repeints. Chaque changement semblait réveiller un peu plus de souvenirs enfouis. Mais le plus marquant fut l'arrivée des premiers pensionnaires. Ce matin-là, une camionnette grise s'arrêta devant le portail. 2 adolescents en descendirent, accompagnés d'une assistante sociale. Lucas, 16 ans, silhouette fine, regard défiant, et Mia, 14 ans, cheveux bruns en bataille et un sac à dos qui paraissait contenir toute sa vie. L'assistante expliqua qu'ils sortaient d'un foyer d'accueil en ville, saturé. Ils ont besoin d'un endroit stable, au moins pour quelques mois. Ethan, un peu nerveux, les accueillit sur le perron. « Ici, ce n'est pas un centre officiel, » dit-il en leur montrant la maison. Mais vous aurez chacun une chambre, et il y a des règles simples, respect, entraide, et pas de mal à Denver. À l'évocation du chien, la porte s'ouvrit et Denver apparut, curieux, ses oreilles dressées. Les travaux sur le projet énergétique avançaient aussi. Les panneaux solaires commencèrent à être installés et Victoria passa plus de temps au ranch, partageant des repas improvisés avec eux. Elle observait souvent Denver avec fascination. On dirait qu'il sait exactement ce qu'il faut faire pour que chacun se sente à sa place, dit-elle un soir en caressant le chien. Ethan sourit. C'est parce qu'il connaît la valeur de trouver enfin un foyer. Un après-midi, alors qu'il aidait Mia à planter de jeunes arbres près de la rivière, Ethan surprit la jeune fille en train de parler à Denver à voix basse. Elle croyait être seule. « Tu sais, avant je croyais que personne ne voulait vraiment de moi. Mais toi, t'es resté là.
T'es pas parti. Denver se coucha à ses pieds, la fixant de ses yeux ambrés, et Ethan sentit un pincement au cœur. Ces moments lui confirmaient que l'héritage d'Eleanor n'était pas seulement une affaire de terres ou d'argent. C'était une mission, et Denver, plus qu'un compagnon, en était l'âme vivante. Le vent de fin d'automne s'engouffrait dans les collines, apportant avec lui l'odeur des premières neiges à venir. Ethan terminait de vérifier les fixations des panneaux solaires avec Lucas, quand un pick-up inconnu s'arrêta brusquement devant le portail. Un homme grand, trapu, le visage buriné par le soleil, descendit en claquant la portière. Ses yeux gris balayèrent le ranch comme s'il inspectait une propriété qu'il connaissait déjà. « Vous êtes Ethan Wallace ?» demanda-t-il, sa voix râpeuse, trahissant un agacement contenu. Ethan s'essuya les mains sur son jean. « Granger » rectifia-t-il calmement. « Qui êtes-vous » L'homme hésita, puis sortit un document plié de sa poche. « Clayton Pierce, je suis le neveu de votre voisin direct. » Et selon ce papier, une partie de cette clôture empiète sur notre terrain. Howard, alerté par le bruit, sortit de la maison et pâlit en reconnaissant le nom. « Les Pierce » murmura-t-il. « Ils n'ont jamais digéré que mon père rachète ses terres après la guerre. » Clayton posa un regard dur sur Howard puis sur Ethan. « Je veux que la clôture soit déplacée d'ici une semaine. Et si vous comptez utiliser cette partie pour vos projets, oubliez ça. » La tension monta rapidement. Lucas, resté à l'écart, serrait les poings. Denver, sentant la nervosité de son maître, se plaça instinctivement entre Ethan et l'inconnu, son regard fixé sur lui, oreilles en avant. Clayton eut un léger mouvement de recul, mais soutint la confrontation. Ce chien ferait mieux d'apprendre à reconnaître ses limites, lâcha-t-il, avant de remonter dans son pick-up. Après son départ, Howard expliqua « Leur famille a toujours voulu récupérer ce bout de terrain. Eleanor s'y est opposée toute sa vie. Si tu cèdes, tu perds l'accès au ruisseau. Et donc à la principale source d'eau pour les bêtes et les cultures. » Ethan comprit immédiatement que ce n'était pas une simple dispute de voisinage. C'était une tentative de mettre en péril tout ce qu'il construisait. La semaine suivante, les tensions s'accentuèrent. Un matin, Ethan retrouva la clôture sectionnée sur 20 mètres, les piquets arrachés. Une autre fois, des traces de pneus montraient qu'un véhicule avait volontairement roulé sur les jeunes arbres plantés avec Mia. Les enfants commencèrent à ressentir la menace, surtout Lucas, qui avait vu Clayton rôder près de la grange en fin de journée. Un soir, alors que le soleil se couchait, Ethan sortit pour vérifier la clôture avant la nuit. Denver l'accompagnait, trottant à quelques pas devant. Soudain, le chien s'arrêta net, oreilles dressées, museau pointé vers la lisière des bois. Un craquement sec retentit, puis une silhouette se détacha de l'ombre. Clayton, une barre de fer à la main, avançait lentement. « Je vous ai prévenu », dit-il d'une voix basse. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Denver bondit en avant, se plaçant entre Ethan et lui, poil hérissé, un grondement sourd montant de sa gorge. L'instant était figé. Le vent, le souffle du chien et la certitude qu'un seul mouvement précipité pourrait faire basculer la situation. Le grondement de Denver semblait résonner dans l'air froid, vibrant d'une intensité qui paralysa Clayton une fraction de seconde. Le visage fermé, il recula légèrement mais ses yeux restaient fixés sur Ethan. « Vous croyez que ce chien vous protégera de tout ?» cracha-t-il. « Ce n'est pas une bête qui pourra changer ce qui est à moi. » Ethan sentit la colère monter, mais il savait qu'exploser ne ferait que nourrir la confrontation. Il fit un pas en avant, posant calmement une main sur le collier de Denver. « Ce qui est à vous, Clayton, ce terrain appartient à ma famille depuis plus de 70 ans. Si vous avez une preuve du contraire, vous savez où se trouve le tribunal du comté. » Clayton ricana, mais il hésitait. Finalement, il recula encore de 2 pas. « Vous voulez jouer à ça ? Très bien, mais je vous préviens, fouiller trop profondément sur ces terres pourrait bien vous apporter plus que ce que vous êtes prêt à découvrir. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui une tension presque palpable. De retour à la maison, Howard, inquiet, écouta le récit. S'il parle de fouiller, c'est qu'il sait quelque chose. Les Pierce ont toujours raconté qu'une partie des terres abritait des restes d'anciennes installations, des histoires confuses, jamais confirmées. Eleanor disait qu'il ne fallait pas y toucher. Cette nuit-là, Ethan dormit mal. Vers 2 heures du matin, un bruit de griffes sur le parquet le réveilla. Denver, nerveux, allait et venait devant la porte. Quand Ethan se leva, le chien se dirigea aussitôt vers la cuisine, puis vers la porte arrière, jetant des coups d'œil insistants. Dehors, la lune éclairait faiblement les champs, et au loin, il distingua un point lumineux vacillant comme une lampe torche en mouvement, juste à la limite de leur terrain.
Le lendemain, il décida d'en avoir le cœur net. Munis de lampes, lui et Lucas suivirent Denver le long de la clôture jusqu'à une zone où le sol semblait plus meuble, marqué par des traces récentes de pneus. C'est là que le chien s'arrêta net et gratta la terre, révélant ce qui ressemblait à un morceau de métal rouillé. En creusant un peu plus, ils découvrirent une trappe ancienne, verrouillée par un cadenas épais. Howard, alerté, les rejoignit, pâle comme un linge. « Je ne pensais pas qu'elle existait encore », dit-il dans un souffle. Mon père parlait d'un ancien abri, construit avant la guerre. Il disait que certaines choses devaient rester fermées. Mais pour Ethan, il ne faisait aucun doute. C'était cet endroit que Clayton voulait atteindre. Et si Eleanor avait insisté pour que personne n'y touche, c'est peut-être parce qu'elle savait qu'il renfermait quelque chose d'important. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, comme si la nature elle-même pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Ethan, Lucas et Howard se retrouvèrent devant la trappe, Denver tournant autour avec une agitation contenue. Howard, malgré ses réticences, avait accepté d'assister à l'ouverture. « Si on fait ça, on ne pourra pas revenir en arrière », dit-il d'une voix grave. Ethan acquiesça simplement et brandit un coupe-boulon. Le cadenas céda dans un grincement métallique qui sembla résonner jusqu'au fond du sol. La trappe s'ouvrit lentement, libérant un souffle d'air froid et un parfum de terre ancienne mêlé à quelque chose de métallique. Une échelle descendait dans l'obscurité. Ethan prit la lampe torche et s'engagea le premier, suivi par Lucas. Howard resta en haut, la main posée sur le col de Denver pour le retenir. En bas, le faisceau de lumière révéla un couloir étroit aux murs de béton, tapissé de tuyaux et de câbles. Les pas résonnaient dans le silence oppressant. Au bout de quelques mètres, ils tombèrent sur une porte en acier, entr'ouverte. En la poussant, ils découvrirent une pièce circulaire, presque intacte malgré les années. Des étagères couvraient les murs, remplies de boîtes en métal, de dossiers et de cartes jaunies. Lucas s'approcha d'une table centrale où étaient disposés plusieurs coffres en bois. En ouvrant l'un d'eux, Ethan resta figé. À l'intérieur, soigneusement empilés, se trouvaient des lingots d'argent, ternis mais indéniablement précieux. Dans un autre coffre, des documents anciens portaient des sceaux officiels. Howard, depuis l'ouverture de la trappe, n'avait pas bougé, mais sa voix trembla quand il cria depuis la surface « Mon père disait que c'était de l'argent de guerre, des fonds que des familles avaient cachés ici pour échapper aux impôts ou aux confiscations. Mais ce n'était pas tout. Dans une boîte à part, Ethan trouva un paquet d'enveloppes cachetées au nom de familles locales, certaines encore bien connues dans le comté. Et au fond d'un tiroir métallique, une pile de photos en noir et blanc. On y voyait des hommes armés posant devant des caisses identiques à celles du bunker. Certaines photos étaient annotées de dates précises et de noms de lieux. Lucas lança un coup d'œil inquiet à Ethan. Si Clayton savait pour ça, il ne lâchera jamais l'affaire. Ethan hocha la tête. Et s'il apprend qu'on l'a découvert, il sera encore plus dangereux. Avant de remonter, il photographia discrètement le contenu, remit tout en place et referma soigneusement la trappe. Howard, blême, le regardait avec une intensité inhabituelle. « C'est un poids que tu viens de mettre sur tes épaules, fiston. Ce n'est pas juste une histoire de terrain. C'est un secret qui peut détruire ou sauver des familles entières. » Denver, qui n'avait pas quitté la trappe des yeux, émit un léger gémissement. Ethan comprit alors que la suite des événements allait décider non seulement de l'avenir du ranch, mais aussi de la sécurité de tous ceux qui y vivaient désormais. Les jours qui suivirent furent tendus. Ethan ne cessait de repenser aux lingots, aux enveloppes et aux photos découvertes sous terre. Ce qu'il détenait n'était pas seulement un trésor matériel, mais une bombe capable d'ébranler l'histoire de plusieurs familles du comté. Clayton ne s'était pas montré depuis la confrontation près de la clôture, mais Ethan savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il revienne. La réponse arriva plus vite que prévu. 3 jours plus tard, alors qu'il réparait la toiture de la grange avec Lucas, un grondement de moteur annonça le retour du pick-up noir. Clayton descendit, cette fois accompagné de 2 hommes massifs. Sans un mot, ils avancèrent vers Ethan. Denver, posté en bas de l'échelle, aboya d'un ton grave et menaçant. Clayton leva la main. « J'en ai assez de jouer. Je sais ce que vous avez trouvé sous terre. Cet argent m'appartient. Mon grand-père l'a caché ici pendant la guerre. » Ethan descendit calmement, essuyant ses mains pleines de poussière. « Si c'est vrai, vous avez des documents pour le prouver? Parce que moi, j'ai des preuves que ce n'était pas qu'à lui. Et croyez-moi, je sais très bien à qui montrer ces preuves. » Un silence lourd s'installa. Clayton comprit qu'Ethan n'était pas du genre à se laisser intimider. « On peut s'arranger, dit-il enfin. Une part pour moi, une part pour vous. »
Ethan secoua la tête. Pas question. Ce qui est aidé là-dessous ne servira pas à enrichir un seul homme. Il servira à faire vivre ce ranch, à aider les jeunes qui y trouvent ni refuge et à réparer les injustices du passé. Howard, qui observait la scène depuis le perron, s'avança lentement. « Ton grand-père et le mien ont combattu ensemble, Clayton. Ils avaient un accord. Cet argent devait servir si jamais notre communauté en avait besoin. Ce moment est venu. » Les mots, prononcés avec fermeté malgré la voix usée par les années, semblèrent surprendre Clayton. Ses poings se crispèrent, mais ces deux hommes reculèrent légèrement. Voyant qu'ils perdaient l'avantage, Clayton lança un dernier regard noir avant de remonter dans son pick-up. Cette histoire n'est pas finie. Le moteur rugit, soulevant un nuage de poussière. Ethan savait qu'il reviendrait peut-être, mais au moins, ils avaient posé les règles du jeu. Dans les semaines qui suivirent, Ethan mit en place un plan précis. Une partie des lingots fut remise anonymement à des familles dont les noms figuraient sur les enveloppes grâce à Maria Alvarez, qui s'assura que tout se fasse discrètement. L'autre partie fut convertie légalement, le produit placé dans le fonds fiduciaire du ranch. Les photos et documents historiques s'y furent confiés à un archiviste local qui promit de les protéger jusqu'à ce qu'ils puissent être exposés dans un contexte respectueux. Le projet d'accueil prit de l'ampleur. De nouveaux pensionnaires arrivèrent, aidés par des bénévoles et financés par les revenus générés grâce aux investissements énergétiques. Denver, lui, devint une légende locale. Les enfants disaient qu'ils savaient sentir quand quelqu'un avait besoin d'un coup de museau réconfortant. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Ethan s'assit sur le perron, une tasse de café à la main. Lucas et Mia jouaient avec Denver dans l'herbe haute, leurs éclats de rire se mêlant au bruissement du vent. Howard, assis à côté de lui, observa la scène en silence. « Tu sais, dit-il enfin, Eleanor aurait été fière, pas seulement parce que tu as sauvé ce ranch, mais parce que tu as compris ce qu'elle voulait vraiment, que personne, ici, ne se sente plus jamais seul. » Ethan sourit, le regard fixé sur Denver. « Elle m'a donné plus qu'un héritage, elle m'a donné une raison de rester. » Le chien leva la tête, ses yeux ambrés croisant les siens, comme pour dire « mission accomplie ». Et dans ce moment suspendu, Ethan sut qu'il n'était plus simplement le propriétaire d'un ranch, mais le gardien d'un foyer.